L'association Racine est actuellement. En tout cas, les messieurs au vibreur. Okay, je viens de mettre sur un lien. Ok. Donc, nous sommes déjà 4 personnes connectées à la page Facebook de Racine. Et comment on voit pour YouTube? Et YouTube, nous sommes là, ben voilà, une personne actuellement sur YouTube. Donc, nous sommes également sur YouTube et l'association et la page Facebook de l'association Racine. Bienvenue au Vendredi Racine qui a lieu depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. Donc, le Vendredi Racine est une occasion pour nous d'échanger autour d'une thématique. Et aujourd'hui, nous sommes avec Juliette Esmeralda, chercheure sociologue, qui nous accueille en Martinique pour nous présenter les vacances d'Isis. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je te laisse présenter ce livre et ensuite, quand tu auras fini ta présentation, nous passerons aux questions qui seront diffusées en direct pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et ensuite nous les lirons après Esmeralda. Merci beaucoup. Merci Demilade. Merci aussi à l'association Racine que tu représentes ici. Yes. Et puis, à tes amis qui sont venus avec toi et qui font, parce que c'est quand même toute une technique à mettre en place. Et puis, bonsoir à tout le monde et puis bonsoir chers amis auditeurs, auditrices et tous ceux qui nous suivent. Et voilà, c'est un gros challenge de vous présenter cette poupée des vacances d'Isis. Parce que j'ai beaucoup souffert, pas parce que c'est vrai que je ne suis pas écrivaine pour enfants, mais les problématiques que vivent nos enfants et notre peuple aujourd'hui font qu'il faut qu'on se débrouille pour trouver des façons d'aborder des problèmes qui sont généralement tabous. Alors, la question, voilà, Isis, c'est une série que je veux inaugurer pour les ados, les enfants, les ados. Et j'ai écrit, avant les vacances d'Isis, j'ai écrit La poupée d'Isis, que en général vous aimez beaucoup, parce que c'est un travail qui comment vous dire ça, qui réconcilie nos petites filles noires avec leur image. Donc, le travail consistait, après Peau noire, cheveux crépus, consistait à vraiment faire un ouvrage pour les ados, avec qu'il soit accessible par le vocabulaire, par la problématique. C'est la question de la poupée et qui est un objet identitaire que nous, dans notre peuple en général, on consomme les affaires des autres, les poupées des autres, les gens des autres, et c'est très difficile de d'expliquer aux parents qu'un jouet comme la poupée ou comme d'autres choses qu'on fait n'est pas anodin et qu'il faut pour construire nos enfants, il faut leur donner des objets que vous voulez. Donc, le deuxième ouvrage que j'ai conçu, puisque je voudrais faire une série à partir de mes recherches, puisque vous savez, je suis chercheur, au-delà de mon travail de sociologue, je suis chercheur, regarder ces problématiques, mais c'est vrai que dans nos sociétés, je veux dire dans nos sociétés, dans la société française en général, les choses qui nous concernent en particulier ne sont pas admise pour un tas de raisons. Hein. D'abord, on nous fait croire qu'on est en République et que ça explique qu'il ne faut pas parler de noir, il ne faut pas parler de race, il ne faut pas parler de ci, de ça. Et on vit au quotidien avec des gens qui nous foutent, excusez-moi, ils nous fichent en plein visage au quotidien qui sont une race supérieure, machin. Donc, c'est très difficile de faire des choix quand on est chercheur
et de se voir par les institutions françaises, les universitaires, ceux qui nous délivrent nos diplômes, nous entendre dire que voilà, il ne faut pas parler de noir, il ne faut pas parler de race parce qu'on est dans une république et que voilà, c'est à la limite, ce sont des gros mots. Donc je me suis quand même entêtée parce que il y a un vrai problème à ce niveau-là. Je me suis quand même entêtée parce que nous avons besoin de nous connaître aussi à ce niveau-là. Surtout que nous sommes un peuple voilà, de briques et de broc au départ. Hein. On est allé nous chercher de partout et on a été forcé de vivre dans le creuset de la plantation, sans maman, sans papa, avec des gens qui nous servaient de maîtres, qui n'avaient que le besoin que de notre force de travail et qui pour ça, fallait nous priver de beaucoup de nos compétences et de nos qualités de peuple spécifique. Donc, Isis, ça va être une série pour parler à nos enfants, nos ados, de problématiques qui sont parfois très ardues, mais vu le type de guerre qu'on fait à notre peuple, à mon avis, il n'est pas bon de ne pas mettre les enfants au courant de leur situation dans le monde, de la situation de leur peuple dans le monde, de la domination dont nous sommes victimes et de la durabilité de cette domination. Et ça dure parce que justement, personne ne prend en charge ces problématiques du fait que, voilà, les questions raciales sont tabous. Pourtant, vous voyez que nous sommes dans des sociétés ultra racisées. Il n'y a pas un jour où voilà, on ne s'envoie pas à la figure, ou bien qu'on ne voit pas les autres nous dire que voilà, ils sont la bonne race. Et je veux dire, il n'y a qu'à regarder qui nous gouverne. Vous avez une trentaine de visages blancs qui s'alignent. Si ce n'est pas de la race, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on nous dit d'un côté, c'est tabou de ne pas parler de ces problématiques-là, et puis de l'autre côté, on a une réalité qui est qu'en fait, que ceux qui nous empêchent de parler des questions raciales vivent en fait leur racialité de manière absolument décomplexée, puisque on peut être des chefs, s'ériger en chef dans un monde de noirs et ne pas se trouver que quelque chose là ne va pas. Donc, moi, j'ai décidé de parler aussi à nos enfants, nos ados. Et les vacances d'Isis, je vous ai dit que c'était un livre qui m'a causé beaucoup de souffrance. Il est long, je l'ai commencé il y a au moins 5 ans et je l'ai réécrit à plusieurs reprises parce que justement, la question que j'aborde là-dedans, peut-être que vous le voyez, voilà comme ça, la question que j'aborde là-dedans, les questions, ou parmi les questions les plus centrales, il y a la question de l'esclavage, donc beaucoup de nos compatriotes ou de nos, je ne sais comment les appeler, les nôtres, trouvent qu'on en parle de trop, que c'est passé, qu'il faut aller de l'avant, enfin je ne sais pas où, de l'avant, par lequel chemin prendre pour que ça soit le bon, mais enfin il faut aller de l'avant, il faut laisser de côté les questions d'esclavage. Et ce sont les questions justement qui créent le plus de difficultés identitaires chez nous parce que les gens ne se connaissent pas. Donc, on ne peut pas encore courir comme un cheval fou en avant si on n'a pas traité ceux qui nous dominent ne veulent pas que nous traitions, et pas pour les mêmes raisons que nos compatriotes. Parce que d'un côté, il y a la question des réparations qui est un boulet pour les Français et des nôtres, ben voilà, on n'aime pas trop savoir qu'on a été des esclavagés et que on est traité comme des demi-portions, des sous-hommes, infra-humanité. Il y a un code noir qui n'est pas abrogé, donc on est là comme une assemblée de personnes sans ressources civilisationnelles, sans rien, puisque ceux qui nous dominent nous demandent de ne pas avoir justement, de ne pas faire référence à cette civilisation. Donc moi, Isis, c'est la question de l'esclavage, la question de la race, et je mets des guillemets si vous voulez, si ça vous plaît, ou si ça vous paraît important. La question de la race, parce qu'Isis va découvrir le racisme. Alors moi, je ne comprends pas les précautions qu'on prend
pour nous empêcher de parler de race, puisque au quotidien, on nous parle de racisme. Il me semble qu'il y a un lien entre les deux. Hein? Si on parle de racisme, c'est parce qu'il y a l'existence de race quelque part et qu'il nous faut, voilà, un petit peu mettre un peu de cohésion dans le désordre dans lequel ceux qui nous dominent nous induisent, parce que, voilà, il faut, quand ça les arrange, il faut, quand ça les arrange pas, il faut pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans nos petites têtes. Donc, Isis va parler de la question du racisme parce qu'elle le vit. Et puis, il y a les rapports que je vais appeler, moi, rapports interculturels, parce que nous sommes dans une sorte d'imbroglio qui vient du fait que, théoriquement, en principe, nous sommes des Français. Alors ça, c'est sur le papier, vous le savez, sur le papier, nous sommes des Français, et quand vous regardez les réalités que nous vivons, eh bien, à nos têtes, il n'y a pas un seul qui nous ressemble, donc c'est curieux. Ça veut dire qu'il y a une idéalité français, enfin, je ne sais pas. Donc, en tout cas, nous sommes des Français, des gens un peu, voilà, qui sont emmenés par un groupe qui, lui, se reconnaît l'autorité et la propriété du titre. Et à côté de ça, les relations, puisque nous sommes quand même différents, qu'ils le veuillent ou non, les relations que nous devrions avoir avec les Français, en tout cas en sociologie, psychologie sociale, ce seraient des relations interculturelles. Or, voilà qu'on nous présente notre existence, notre identité comme étant celle de Français. Donc, quand on est Français, on ne peut pas parler de relations interculturelles entre Français, si vous voulez, blancs et Français noirs. Il n'y a pas de relation interculturelle. Eh bien, moi, j'ai choisi d'illustrer ces relations-là parce qu'elles existent. Elles sont en réalité plus qu'interculturelles, elles sont coloniales. Et donc, on ne va pas se cacher que toutes ces espèces de subterfuges que la réalité coloniale nous oblige à mettre en œuvre ou à mettre en place pour essayer de nous dépatouiller de cet imbroglio, fait qu'il n'y a pas beaucoup de clarté dans la tête des nôtres. Ceux qui arrivent à poser des actes et à poser une parole qui est bien ancrée en eux parce qu'ils savent vraiment qui ils sont, eh bien, ils le font et ils font des choix. Ils font des choix d'être ce qu'ils sont de par leur ancestralité, de par leur origine civilisationnelle et puis de par leur sensibilité. Ils sont dans un environnement caribéen, martiniquais, comme on veut, hein, avec un désir de reconnexion avec son ascendance africaine, d'autres avec d'autres catégories d'ascendants, si c'est pertinent dans la société martinique. Je ne sais pas. Moi, je crois que de par mes recherches, je montre l'importance de l'ascendance africaine de notre société parce que c'est une société qui a été laissée, qui est pour moi bicéphale. Les Blancs sont venus dans un but économique et ils ont instauré la société à leur profit, et puis les Noirs ont été laissés, j'allais dire, livrés à eux-mêmes en dehors des choses, des injonctions, et puis comment on va dire ça, le fait qu'on les a obligés à se convertir, à laisser tomber leur religion, leur religion, je ne sais pas si on peut parler du vaudou en termes de religion, en tout cas leur pratique spirituelle, etc. Donc, on trouve dans cette société toute la sphère, on va dire, domestique, sans que ça soit péjoratif. Toute cette sphère est imbibée littéralement d'africanité. Donc, je ne sais pas pourquoi de plus en plus on redevient amérindien, on redevient, enfin, bref, vous avez compris que ce désordre qu'il y a dans la société, pour des raisons idéologiques, on va le retrouver dans la tête de nos gens. Et donc, vous aurez des gens qui sont noirs de peau comme quelqu'un d'Afrique de l'Ouest et qui va vous dire je suis amérindien.
Ou bien non, j'ai pas de lien avec l'Afrique, ou bien voilà. Donc ça c'est des. Et puis je suis français, et pourquoi la France ne comprend pas ça? Donc il y a un désir de composer avec tous ces arbitraires, tous ces désordres que nous a mis dans la tête. Et donc pour moi, si nous voulons sortir de cet imbroglio, il nous faut essayer de mettre des idées claires dans la tête de nos enfants. Donc j'ai pensé à écrire la série Isis avec la poupée pour bien montrer à la petite fille noire que ce qu'elle a construit, c'est d'avoir une poupée qui lui ressemble avec des cheveux comme elle et une peau comme elle pour qu'elle puisse s'identifier positivement et se valoriser. Maintenant, j'essaye de montrer Isis dans quelque chose de beaucoup plus complexe qui est difficile parce que c'est un livre à la fois pour les ados et un livre à la fois pour les parents adultes ou pour les adultes parents. C'est-à-dire que Isis a une histoire avec une petite fille qui n'est pas une Française, mais c'est une petite blanche. Et j'ai voulu qu'elle soit blanche parce que c'est cette relation-là qu'on va analyser. Donc, cette relation. Et il ne fallait pas qu'elle soit française parce que la complexité des relations qu'ont les Français avec nous, notamment ici, fait qu'il n'y a pas de distance entre, au contraire, nos enfants veulent leur ressembler, devenir blancs et parler comme eux et demandent d'ailleurs à leurs parents pourquoi ils sont noirs, pourquoi ils ne sont pas blancs, enfin bref, une espèce de relation qui est très très complexe et les parents ne prennent pas ça en charge parce que d'abord ils n'en parlent pas aux enfants, ils ne savent pas en parler parce qu'on ne leur a pas appris à le faire, c'est un sujet tabou et puis la catastrophe elle est là au quotidien, on assiste, d'ailleurs beaucoup de parents vous disent mais mon enfant je ne le reconnais pas, il ne parle pas comme moi, il n'aime pas mes affaires, il se comporte, il est 8 heures de temps dans l'école avec des corps étrangers. On a beau me dire que c'est des Français, eh bien non, ce sont des corps étrangers. L'enfant ne reconnaît pas, ne se connecte pas avec des manières d'être, de parler, de dire, de regarder, de se comporter. Il est en contact avec de culture qu'il exprime très librement puisqu'il est à un poste d'enseignant, par exemple, ou de doté de pouvoir qui fait que, voilà, il est en position de dominance et l'enfant reçoit cette présence, ce corps, comme quelque chose de valorisant et sa problématique, c'est de s'identifier au corps. Et ce n'est pas par hasard que la France blanchit le corps enseignant, alors que nous nous étions battus dans les années, enfin, je ne sais plus quelles années, pour que dans les petites classes, il n'y ait pas de rapport d'enseignants venus d'ailleurs, pour que ce soit au contraire des personnes du pays jusqu'à ce que l'enfant atteigne une certaine autonomie, etc. Vous voyez? Donc, ce livre-là, il était difficile à écrire à cause du projet qu'il porte. Pour moi, il fallait intéresser nos enfants à leur société. Il faut intéresser nos enfants à leur société, à l'état de leur peuple, à leur histoire dramatique qui ne fait pas d'eux des Français, au contenu de leur programme scolaire qui les rend étrangers à eux-mêmes. Il faut, pour moi aussi, à mon avis, développer entre parents et enfants des relations plus profondes et constructives. Ne pas laisser la société s'approprier l'enfant et s'étonner ensuite que celui-ci soit si différent de l'éducation qu'on pense lui avoir donnée. Autrement dit, il y a une institution ou des institutions en place qui s'accaparent nos enfants de plus en plus tôt et nous n'avons pas prise sur eux. Nous ne savons pas les formater comme des petits Martiniquais parce que nous-mêmes avons beaucoup de mal à définir les frontières de notre identité et de ce que nous sommes, de par l'histoire. On peut dire qu'on a une nationalité française, mais ça ne fait pas une identité française. Voilà. Et donc, c'est pour cela que j'ai précisé que j'inscris cet ouvrage dans le cadre de relations interculturelles. C'est cela qui devrait être, si nous n'avions pas ce passé d'esclavager, ce passé avec la France de colonie, et cette
cette politique d'assimilation qui nous broie littéralement et nous empêche de nous concevoir comme des personnes à part entière, dotées d'une culture, d'une vision du monde, d'une spiritualité, et puis de goût, ce que nous aimons manger et boire. Peut-être que maintenant, on met beaucoup de France dans nos assiettes, mais quand même, nous qu'à garder la tradition aussi. Donc, c'est ça qui fait qu'on devient un peu patapouf, parce qu'on prend ceux des Français, leur tradition, celle des Français, et les nôtres en plus, dans la même assiette, pour figurer et comme au propre. Bon, voilà, donc c'est pour ces raisons-là, je trouve que la façon que nous avons d'éduquer nos enfants fait que nous ratons un coche, parce que nous n'expliquons pas aux enfants la situation difficile dans laquelle nous sommes, particulière dans laquelle nous sommes, et de plus en plus nos enfants croient qu'ils sont des petits Français de France. De plus en plus par les dessins animés, les supports, les maîtresses, les maîtres d'école, et tout ce qu'on veut, nos enfants nous sont enlevés, j'allais dire, on n'a plus de relations. Je ne veux pas parler de propriétaire, on n'est jamais propriétaire de son enfant tant qu'on vit dans une société, et puis l'enfant sait aussi nous dire qu'on n'est pas son propriétaire, son maître. Mais pourtant, il y a des maîtres qui l'acceptent beaucoup plus que ses propres parents. Et ça, c'est une relation qu'il faut interroger. C'est pour cela que je vous dis, votre rôle de parent, ça n'est pas comme on vous le demande d'accompagner les enfants comme des petits bisounours, des petites choses délicates et fragiles. C'est dire aux enfants la réalité qu'ils vivent, la réalité que nous vivons. Et si vous ne voulez pas savoir laquelle c'est votre problème, mais nous ne pouvons pas sacrifier toute une société au nom du fait qu'il y a 2 ou 3 personnes qui pensent que, enfin, petit groupuscule qui pensent que oui, on est bien traité, on vit effectivement dans un cadre français et on est respecté dans nos valeurs et dans ce qu'on fait. Alors, comment est-ce que j'ai procédé? Je vous ai dit que j'ai dû réécrire l'histoire à plusieurs reprises. Il me fallait inventer donc une amitié interculturelle entre Isis et une fillette blanche. Donc, je ne voulais pas qu'elle fût française. Elle est allemande dans le texte. Cette dernière ne devait pas être française à cause des relations coloniales et de domination qu'entretiennent nos peuples avec les Français. À cause aussi des comportements complexes qu'ont certains Noirs lorsque la France est l'objet de critiques. Puisque, Yokadino, le Français, si vous n'êtes pas content, c'est la France qui vous nourrit, pourquoi vous la critiquez, pourquoi ci, pourquoi ça, comme si l'esclavage avec 250 ou 300 ans de travail gratuit ne suffisait pas à payer éventuellement, s'il y avait une dette. Donc moi, j'entends beaucoup nos amis savoir regarder ce qu'on nous donne apparemment, mais pas ce qu'ils ont donné et pas ce qu'ils continuent à donner, puisqu'ils sont le pays de la biodiversité. La France n'a rien, elle est dans l'exploitation de ses colonies, et ce sont ces colonies qui la font vivre. Donc il faut qu'on regarde un petit peu la réalité en face, dans ce qu'elle est, et pour ce que nous sommes, pour que nous arrêtions de croire que nous sommes dans la mendicité, et que voilà, ce sont les autres qui s'occupent de nous, que nos bouches sont toujours grandes ouvertes à attendre la manne qui nous vient d'ailleurs. Je veux dire, quand il y a des problèmes sociaux, si vous ne vous êtes pas démerdés pour boire et manger, pas venir dire moins que c'est la France qui canouise, hein? Bon, alors, pour faire cette histoire-là, il fallait inscrire cette relation dans un cadre interculturel, comme je l'ai expliqué, puisque très objectivement, abstraction faite du contexte assimilationniste dans lequel nous vivons, nos relations avec les Français sont ou devraient être des relations interculturelles. Alors, vous avez vu les subterfuges qui sont utilisés pour, on va dire, aplanir cette réalité, c'est que d'un côté, il y a les métros, locaux. Bon, aujourd'hui, qu'ils font beaucoup d'enfants ici, on ne sait plus qui est local, et qui est, etc. Vous voyez, aujourd'hui, il y a même ceux qui sont des nôtres, qui sont nés là-bas, qui sont devenus des négropolitains, et puis ceux qui sont nés ici, mais qui ne sont pas d'ici, ils sont les Martiniquais. Donc, je vous ai parlé de cafouillage.
continuez à réfléchir sur cette base-là et dites-moi quel peuple vit dans un désordre mental aussi fort que celui que les nôtres, antillais-guyanais, et puis etc. Ensuite, je vous parle du caractère culturel pour que vous compreniez bien que ça veut dire que je reconnais l'existence d'une culture qui nous est propre et que j'entends qu'on la défende et que j'entends qu'on dise que nos enfants ne sont pas des enfants français comme d'autres enfants français. Nos enfants ont peut-être une nationalité, mais nos enfants ont une culture. Donc, il faut qu'on arrive, nous les parents, non pas mettre nos enfants devant la télé et nous en débarrasser, et puis dire l'école va faire le reste. Non, dans l'école, qui est un lieu d'aliénation profonde, eh bien, il se passe des choses qui font que vos enfants vous échappent totalement. Quand ils reviennent à la maison, vous êtes devant vos feuilletons, vous avez oublié de leur demander ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, ce qu'ils ne voient pas, et puis pendant ce temps, eux, eh bien, dans leur petite tête, ils se construisent le monde avec ce qu'ils ont, ce qu'ils trouvent à portée de main, et ce qu'ils trouvent, ben, c'est l'État, la France avec ses supports culturels, sa langue, ses jeux, c'est tout ça. Nous n'avons même pas de vrais chanteurs et de vrais conteurs pour enfants chez nous. Vous voyez pourquoi on a mis autant de temps à le faire alors que nous venons de civilisations qui ont un rapport très profond à leurs enfants et qui leur ont donné des contes, des chansons, des histoires, un monde du merveilleux de l'enfant dans sa civilisation. Pourquoi nous n'avons pas ça? Parce que, bon, ben, nous pensons qu'avec ce qui se donne à la télé, voilà, ça suffit. Mais ce qui se donne à la télé n'est pas inodore, ni incolore, ni en dehors de toute culture. Ça veut dire que quand vous laissez les autres faire l'éducation de vos enfants, eh bien, vous les perdez. Mais après, pas crier en moi, puisque si vous y tenez, si vous avez l'impression que être martiniquais signifie quelque chose, être guyanais, être guadeloupéen, être calédonien ou kanak signifie quelque chose. Le fait que vous soyez blasé sur ces phénomènes-là fait que vous ne voyez pas le contexte dans lequel vous êtes et vous laissez ceux qui nous mènent une sorte de guerre silencieuse finalement, puisqu'il s'agit de nous imposer leur civilisation, vous leur laissez toute la place. Donc la question c'est comment prendre en charge cette réalité-là. Alors, j'ai parlé de cadre interculturel, retenez le mot. Donc, qu'est-ce que cette petite fille blanche vient faire dans l'histoire? Puisque les vacances d'Isis, c'est en fait Isis qui va se retrouver donc chez cette petite, enfin d'abord la petite jeune va passer un petit séjour avec ses parents en Martinique et puis ensuite, bon, elle fera connaissance avec Isis et elle va inviter Isis chez elle en Allemagne. Et donc, elles vont échanger et sur cette base-là, c'est pour moi l'occasion d'interroger la relation, non pas fusionnelle, même si, mais la relation interculturelle. Et donc, je ne prends pas une petite Française pour les raisons que je vous ai dites, mais en quelque chose de manière un peu souterraine, j'interroge aussi les relations que nos enfants ont avec les petits Français. Bon. Ensuite, cet enfant est donc une sorte de faire-valoir, c'est-à-dire que c'est à l'aune de ce qu'elle fait que je mets en valeur ou que j'interroge la façon qu'a Isis de vivre, de regarder les choses et d'exister tout simplement. Donc, en étant une personne qui a un libre accès à sa culture, la petite blanche, qui a un libre accès à son environnement et à son peuple, je dévoile les failles de l'identité de toutes les Isis du monde. Et c'est pour cela que cette petite fille blanche est un faire-valoir sans dévaloriser la personne qu'elle est en tant que telle. Mais elle existe, elle a la parole, elle existe, c'est une amie. Donc, je l'ai fait exister. Mais ça n'est pas une existence qui est neutre, et ce n'est pas une existence non plus qui noie
Isis doit absolument prendre sa place dans cette relation, être dans une relation d'égal à égal, ne pas faire de compromis et bien comprendre pourquoi, à tout moment, tout ce qu'elle entend, puisqu'elle vit dans un monde où le blanc domine, c'est ce que nous appelons la suprématie blanche, elle doit parler, interroger justement les relations qu'elle a avec cet enfant. Et ça n'empêche pas l'amitié, ça n'empêche pas des sentiments, ça n'empêche pas, mais elle sait qui elle est. Le drame avec notre peuple et nos gens, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et je sais de quoi je vous parle quand je vous dis que nous ne savons pas qui nous sommes, et je vous ai expliqué que cela est dû à la cacophonie dans laquelle on nous entretient pour pouvoir faire de ces sociétés des sociétés viables, c'est-à-dire toujours au profit de ceux qui ont intérêt à ce que nous soyons assimilés, que nous ne nous interrogions pas sur notre histoire, que nous laissons à faire esclavage, tout ça, là, ça embarrasse les gens, allez, jetez ça à la poubelle, allons avancer. Ils vous disent, allons avancer, le chômage est démentiel, ils vous disent, allons avancer. Ils n'ont rien trouvé comme forme d'industrie que l'économie bananière coloniale a continué. Ils vous disent, allons avancer. Enfin, tous nos jeunes sont déportés. Allons avancer. C'est pour ne pas en esclavage, parler de l'esclavage, mais ils veulent avancer. Donc, j'ai envie de savoir, d'ailleurs, contre quoi ils ont buté en avançant aussi dans leur volonté d'avancer aussi vite, aussi loin, aussi systématiquement. Il faudrait qu'ils nous disent d'ailleurs où est-ce qu'ils ont atterri dans ce process-là. Ensuite, il fallait montrer que Isis est dans un monde moderne. Donc, j'ai conçu Isis, ça peut gêner certains des nôtres, j'ai conçu Isis comme une petite fille moderne, en sachant que je critique dans mon dernier livre, Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine, je critique le concept de modernité, mais en même temps, puisque c'est un souci qu'il y a dans notre peuple, j'essaye de dire que Isis, avec ces questionnements-là, avec son histoire personnelle, n'est pas en dehors de la modernité. Elle vit naturellement son état de fillette de son époque, de son âge. Donc, elle est dans un, comment on veut dire ça, elle a un libre accès, oui, elle est moderne, elle est autonome, elle part en vacances sans ses parents à 8000 km, elle voyage un peu en touriste avec des guillemets dans un pays européen, une activité qu'on prête généralement aux Blancs, aux Occidentaux, aux Européens, et à laquelle donc elle se livre en toute conscience, enfin en toute, j'allais dire, simplicité, parce que dans sa tête, elle est une petite, elle a une amie européenne et elle est peut-être dans sa tête une petite européenne. Il faut voir, elle va vivre des expériences, justement celle du racisme notamment, qui vont l'interroger sur cette histoire-là, qu'elle est une européenne et qu'elle est traitée éventuellement comme tout le monde. Sur le plan scénographique, il fallait faire d'Isis une enfant qui n'en est pas tout à fait une, en la dotant d'un regard aigu sur la réalité qui l'entoure et d'un discours d'adulte. C'est pour cela que ces parties de discours qui sont vraiment des discours d'adultes que je mets dans la bouche d'Isis, eh bien, ça doit être porté par les parents. C'est pour cela, et d'abord parce que je trouve qu'il y a trop peu de parents qui entrent dans les livres de leurs enfants, dans les musiques qu'ils aiment, dans les trucs qu'ils aiment, pour les connaître véritablement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de déconnexion entre les générations à cause justement de ce manque de curiosité parfois des parents envers leurs enfants, enfin envers les choix des enfants. Donc j'ai expliqué que l'enfant, c'est un petit être qui est autonome dans sa petite tête, qui regarde le monde, et il ne faut pas croire qu'il le regarde passivement. Il prend dans ce monde-là ce qui lui permet de se faire une place, ce qui lui permet de se sentir intégré, d'avoir des petits copains, d'être ci, d'être ça, invité aux anniversaires. Mais c'est justement dans cette période de sa vie que l'enfant
va apprendre à faire des choix qui sont très souvent des choix de trahison de ce qu'il est. Parce que les classes dominantes dans notre pays s'invitent entre elles. Les Blancs invitent aux anniversaires des Blancs, comme eux, parfois quelques mulattes. Les mulattes n'invitent que des mulattes. Et très souvent, les enfants noirs, je veux dire nos enfants noirs de peau, parce qu'on est noirs aussi autrement, culturellement, eh bien, ont beaucoup de mal à se faire inviter, à être reconnus, acceptés. Donc, ces enfants-là apprennent très tôt à faire des compromis, à jeter ce qu'ils sont fondamentalement à la poubelle, à considérer que c'est une entrave à leur intégration. Et beaucoup de parents passent, parfois les enfants, d'ailleurs, n'en parlent pas aux parents, et beaucoup de parents ignorent que les enfants vivent ces espèces de conflits qu'ils n'expriment pas vraiment de manière ouverte, mais qui sont dans leur petite tête, dans leur petit corps, dans leur petit cœur, qui sont là, qui les tourmentent et qui les gèrent tout seuls. C'est pour ça que je conseille aussi de parler à l'enfant, de l'entendre, d'écouter ce qu'il vous dit. Et vous allez saisir les moments justement où il construit son aliénation, les moments où il commence à dire « moi je ne suis pas important, ce qui est important avec l'autre, donc je vais me mettre ma couleur, tout ça là, non. Je ne veux pas de ça, ça m'entrave, ça me gêne, je veux être comme les autres, je veux être accepté par les autres. » Donc il faut que les parents. Donc, je mets dans la bouche d'Isis des paroles qui sont des paroles que les parents devraient parler avec leurs enfants. Et c'est pour cette raison-là, peut-être que ça va dépasser Isis dans sa compréhension de ces phénomènes, mais les parents qui liront ce livre avec l'enfant vont prendre le relais dans ces passages-là. Il y a une histoire d'amitié entre deux petites filles que toutes les petites filles et les adultes du monde pourront découvrir, mais il y a des passages qui sont pour les parents pour qu'ils les expliquent à l'enfant, pour qu'ils expliquent les complexités de la vie, des relations, et surtout pour qu'ils aident l'enfant, quand l'enfant sent qu'il est dans des choses compliquées, à trouver des réponses. Mais pour que ça ne soit jamais des réponses où l'enfant fait le choix de l'autre, où l'enfant fait le choix de ne plus être lui, de se mettre de côté pour être dans une démarche d'acceptation de l'autre qui n'a pas de souci parce qu'il a toute la société pour lui, il se voit dans tous les médias, il est partout, c'est lui qu'on entend, c'est lui qu'à, et puis le petit qu'on ne voit jamais, il dit mais moi aussi je veux exister, et pour ça il va trouver très tôt, il va savoir détecter ce qui gêne son intégration. Je mets gêne entre guillemets. Donc vous, parents, c'est votre travail, c'est de prendre l'enfant, de lui expliquer que à aucun moment, à aucun niveau de sa vie, s'il avait à faire des compromis, ça ne devrait être sur son identité, sur son corps, sur sa culture, sur ce qui est fondamental pour son existence, d'être spécifique. Donc ça, c'est un apprentissage. Mais comme je le disais au début, il faut intéresser nos enfants aux problèmes de société. Nous ne le faisons pas. Nous croyons, soi-disant, que ce sont des petits êtres à qui il faut donner des Barbies et puis je ne sais quoi, comme si la Barbie était idéologique. Comme si offrir une Barbie à une petite fille noire, c'était un machin, un geste anodin. Vous comprenez? Donc il faut parler à l'enfant de la société, des problèmes qu'il y a dans la société, des conditions qui sont les nôtres, de la situation aussi d'assimilation que nous vivons et qui fait que nous perdons de plus en plus toute trace de notre culture et de notre filiation. Comment nous inscrivons-nous dans une filiation? Qu'est-ce qu'on va dire à un enfant qui dit maman, pourquoi tu m'as donné un papa blanc? Si maman elle a un papa noir. Pourquoi tu m'as donné un papa noir? Qu'est-ce qu'on répond à un enfant qui nous dit ça si on n'a pas pris le problème en charge? D'accord? Donc, il y a énormément de choses que vivent nos enfants et qui nous passent sous le nez. Alors, il y a encore, donc ça sur le plan scénographique, donc il faut que la partie du discours que l'enfant ne peut pas porter seul, qu'elle soit lue avec le parent et que l'enfant exige d'avoir des explications du parent. Ensuite, la mettre dans une relation d'amitié et donc de proximité avec une petite étrangère, une relation d'amitié
que j'ai bien spécifié, interculturel, pour que l'enfant comprenne notre enfant qui est d'une autre culture et qu'elle sache définir les frontières de son identité, de sa culture, de sa personnalité. C'est très important que l'enfant ne fusionne pas. Nos enfants fusionnent avec tout le monde. Nos enfants sont des éponges. Nos enfants n'ont aucune idée d'une structure identitaire personnelle. Et ils entrent dans tout. D'ailleurs, on le voit aussi avec notre manière d'épouser les gens du monde entier. C'est un peu ça, mais parce que c'est pas construit. Et les petits blancs, quand ils font des choix, ils ont des raisons précises. Même quand ils épousent les nôtres, il y a des raisons précises pour lesquelles ils le font. Donc, il faut donner à l'enfant cette identité d'habiter une spécificité, une culture et d'être quelqu'un qui a de l'importance. Parce que quand je dis qu'il est en interculturel, je ne dis pas qu'il est en colonialité, je ne dis pas qu'il est assimilé, je ne dis pas qu'il est aliéné, je dis qu'il a une culture pleine et entière et que ça ne l'empêche pas de s'ouvrir aux autres, d'avoir des amitiés, etc., de partager. Mais une relation interculturelle n'est pas une relation intraculturelle. Ça veut dire que je ne me comporte pas vraiment avec quelqu'un de l'extérieur comme je me comporte avec quelqu'un de l'intérieur, avec quelqu'un de mon groupe, de ma famille. Et il faut que l'enfant sache faire cette différence-là. Et c'est nous qui lui apprenons ça. Ensuite, il y a le fait de la mettre en relation de proximité avec une petite, c'est lui montrer être dans une relation avec un regard qui est posé sur des choses qu'elle vit elle-même, mais que la personne de l'autre groupe va lui révéler de manière particulière. Donc, vous allez voir, j'ai choisi de les faire jouer, les deux petites copines, quand elles se rencontrent. Elles jouent, par exemple, à la maîtresse d'école. Et dans la maîtresse d'école, donc voilà, ok, aujourd'hui, la petite allemande s'appelle Mélusine. Aujourd'hui, Mélusine, ou là maintenant, c'est toi qui commences. Mélusine, petite allemande, à qui sa société apprend qui elle est, le nom des petites roches qui sont autour de sa maison, des petites rivières qui coulent par-ci par-là, des montagnes grosses comme ça ou petites comme ça, des villes, des gens, des histoires, etc. Mélusine va bluffer Isis parce qu'elle va lui parler, mais vraiment de manière passionnée et vraiment fière de son pays, de son drapeau, de sa culture, de ci, de ça, de tout ce qu'elle fait. Et quand Isis va être étonnée, elle lui dit oui, la petite Allemande va lui dire oui, tu sais, chez nous, il y a une science qu'on appelle je ne sais plus le nom, je ne sais pas l'équivalent en français, et cette science-là, c'est un genre de science naturelle, et ça consiste à nous apprendre à parler, à connaître tout ce que nous avons dans notre environnement, tout. Je vous dis, quand je dis les petites roches, même la nature du sol est appris, donc l'enfant possède complètement son environnement. Quand ça va être le tour d'Isis, et voilà pourquoi il faut que les parents, nos parents, entre en scène, parce que Isis est mêlée. Isis est mêlée, elle n'a rien de tout ça. C'est quoi ton drapeau? C'est bleu, blanc, rouge. Et c'est Mélusine, c'est pour ça qu'il fallait que Mélusine soit étrangère. C'est Mélusine qui le dit. Mais non, mais ça c'est le drapeau français. Et elle va dire, oui, mais c'est ce qu'on a. Ah ben là, il y a un problème. Tu veux dire que c'est le drapeau bleu, blanc, rouge qui est votre drapeau? Mais voilà les questions qui vont se poser à mesure qu'Isis va jouer à son tour à la maîtresse d'école et qu'elle va se retrouver mais à plate couture, défaite à plate couture, et qu'elle va dire, elle va même être un peu blessée parce que Mélusine est tellement dominante. Mais j'ai pas fait Mélusine, j'ai pas inventé une Mélusine qui l'écrase, mais j'ai inventé une Mélusine qui lui dit, regarde là où ça va pas. Là, ça va pas. Là, tu n'as rien à dire. Là, tu ne sais rien de toi. Là, qui es-tu? Et là, comment peux-tu me parler de toi en me prenant des exemples qui ne sont pas de ton pays, de ta culture, de ton peuple? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
Isis va dire, elle va commencer à raconter, oui, tu sais, c'est une colonie, on est devenu département, après on a fait ci, on a fait ça. Donc Isis a un discours qu'un enfant ne peut pas, de son âge, ne peut pas dire. Mais comme les parents manquent souvent de ces éléments pour l'expliquer aux enfants, j'ai fait un effort de systématiser les grands traits de nos difficultés pour que les parents qui vont le 19 chapitre dans l'ouvrage, mais c'est Isis qui fait part de ses impressions après son... Et un autre, ce sont ces deux parents qui s'interrogent sur les questions que leur fille leur a posées, sur la façon qu'ils ont eu de répondre à ces questions, et puis sur un trablati, quoi. Voilà dans quoi on est. Et du coup, Isis va demander à un moment donné, dans ses réflexions personnelles, à la fin du livre, prologue 1, mais qu'est-ce qui fait que je suis une bonne élève? Parce que je suis une bonne élève. J'ai de bonnes notes. Je suis quelqu'un. Je suis importante. Et qu'est-ce qui fait que je suis une bonne élève si je ne sais rien de moi, rien de mon histoire, rien de mon pays, et que là, voilà, j'ai à côté de moi une petite bêche qui me dit, qui me parle d'elle et qui est tellement fière et qui va même, voilà, se comporter un peu en donneuse de leçons, et je ne vais pas le laisser jouer ce rôle-là, bien sûr, mais au fond de moi, je suis blessée. Comment se fait-il que j'ai autant de trous dans ma vie, dans mon histoire? Qui suis-je? Devoir de se poser cette question-là. Et elle doit la poser à ses parents, qui doivent lui donner des réponses. Ensuite, il faut la mettre donc en choisissant cette amie étrangère. Il était plus facile pour moi de mettre à distance les dysfonctionnements dans lesquels vivent nos sociétés tronquées et nos enfants en mal de construction. Donc ça, c'est juste pour vous poser, si vous voulez, la problématique de base pour vous dire qu'il y a un problème. Les enfants de Français qui vivent à la Martinique, moi, je ne viens pas vous dire, etc. Je viens vous dire d'observer la réalité. Les enfants de Français qui vivent à la Martinique, ou bien en Guadeloupe ou ailleurs, dites-moi combien d'entre eux parlent comme des Martiniquais, à part ceux qui apprennent le créole pour des raisons, là encore, sur lesquelles il faudrait s'étendre. Pourquoi nos enfants prennent l'accent des Français, des petits Français qui sont en classe avec eux, si vite? Pourquoi se mettent-ils à fonctionner si vite comme les enfants, à les imiter, à être et à vouloir les avoir comme copains? Parce que pour eux, voilà, ce sont des amis valorisants. Ce travail-là, donc dans la poupée d'Isis, dans les vacances d'Isis, je prends une enquête qui a montré, une enquête qui a été faite par des Canadiens sur des enfants qui vivent en situation multiculturelle comme ça, et où on montre que les comportements racistes ou les comportements déterminés qu'ont les enfants blancs vis-à-vis des enfants immigrés ou des autres, parce qu'il ne faut pas que vous vous fassiez d'illusions, les enfants, nos enfants ici, sont dans le statut d'enfants immigrés aux yeux des petits blancs qui sont ici. Donc leurs parents arrivent avec investis d'une idée très supérieure de leur personne et de leur culture, et il n'est pas question que les enfants prennent les messes, leurs enfants prennent les messes, enfin ce que nous appelons les habitudes des petits nègres qui pour eux ne sont pas assez évolués. Et je vous dis ça parce que j'en sais quelque chose de très direct. Vous avez des parents français qui empêchent que l'histoire de l'esclavage soit enseignée dans les écoles, parce qu'il se trouve qu'il y a de plus en plus de Français à la Martinique, et que, je prends le cas de la Martinique, je suppose qu'en Guadeloupe et en Guyane, c'est un peu pareil, et parce qu'il ne faut pas cette histoire-là. C'est une histoire dont les parents ne veulent pas, elle est toxique, ils ne veulent pas que leurs enfants en entendent parler. Donc les petits blancs qui viennent à la Martinique, non seulement ils n'ont pas d'intérêt pour les petits Martiniquais avec qui ils vivent, mais ils ne se sentent pas intéressés, pas impliqués, et on leur apprend à ne pas s'intéresser à cette histoire-là. Et ça, je le dis parce que je le sais.
Et je le dis parce que j'ai vécu assez de situations comme celle-là où il n'est pas question. Et il y a chez nous, pour aller dans ce comportement excessif, il y a des dans notre pays où vous retrouvez une majorité, voire parfois exclusivement des petits blancs, parce que de manière très rusée et stratégique, on arrive à faire, et parce que l'idée court que l'enfant blanc est freiné par l'enfant noir qui serait un sous-machin et qui l'empêche d'avancer. Donc il y a parfois un petit crack parmi nos petits, et donc on le retrouve dans une classe de 30 enfants. Il est tout seul, petit noir, parce qu'on a reconnu que, oui, lui, au moins, il peut tenir la route, et puis, voilà. Mais on a des classes raciales à la Martinique. Je ne veux pas qu'on me dise le contraire. Il y a même des lycées, il y a même des endroits où les enfants de fonctionnaires vont, ils sont entre eux pour éviter le mélange. Donc ici, ça se retrouvait dans une situation complexe. Les thèmes que je vais aborder pour faire apparaître à la fois un regard sur le corps physique, mais aussi sur les comportements qui sont beaucoup plus sociaux et qui sont construits. Donc voilà les thèmes, parmi les thèmes que j'ai abordés, sur lesquels elle pose un regard critique. Donc la première image, je veux vous préciser aussi que les illustrations sont faites par un illustrateur de Guadeloupe qui s'appelle Sucab. Hein, donc son nom d'artiste, c'est Sugar Art. Hein, il est guadeloupéen. Donc, dès le départ, Isis va montrer qu'elle est indisposée parce qu'elle voit toujours les enfants blancs réunis entre eux. Et dans la classe, eh bien, effectivement, ils sont devant, ils occupent le devant des bancs devant, les rangées devant, et puis les autres sont tout au fond. Et elle était déjà indisposée par ça, donc elle ne fréquentait plus ces enfants-là jusqu'au jour où dans sa classe va arriver une petite étrangère qui est blanche et elle va s'étonner de la voir s'asseoir à côté d'elle, une petite Allemande. Et elle est méfiante au départ, mais elle va petit à petit apprendre à la connaître et donc accepter de s'ouvrir, de nouer une amitié avec cet enfant-là qui va lui révéler beaucoup plus sur les dysfonctionnements de sa société martiniquaise ou bien coloniale. Hein. Il y a des gens qui parlent de post-colonie, je ne sais pas si on est encore dans ça, on est déjà dans ça, mais enfin. Et elle est plus efficace qu'une petite amie française qui, elle, est travaillée par ses parents, par sa société, par son idéologie, pour penser qu'elle est supérieure, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Et cette petite-là, qui vient d'ailleurs, eh bien, elle a un regard, en même temps qu'on ne va pas faire de l'angélisme, elle a quand même un regard qui est beaucoup plus naturel et plus révélateur de ces différences que nous appliquons à ne pas voir quand nous sommes dans nos relations avec les Français. Donc, il y a le corps, je fais exister le corps, je vais vous dire comment. Il y a les thèmes des jeux auxquels elles vont jouer, justement, pour montrer leur vision du monde qui émerge à mesure qu'elles échangent. La découverte, donc, comparaison systématique entre ce qu'elle découvre, ce que Isis découvre et ce qu'elle sait de sa réalité culturelle. Donc, chacun, on voit un peu dans ce qu'elle a gardé de sa culture, parce que Isis, il faut quand même le dire, dès la poupée d'Isis, je l'ai mise dans une famille qui connaît son histoire, qui la ramène, qui lui a beaucoup parlé de l'Égypte antique, qui lui parle de ses racines et qui lui dit beaucoup de choses sur le peuple dont elle fait partie. Elle ressort. Et puis, il y a les thèmes qui sont débattus entre Isis et ses parents, comme l'esclavage, et puis des réflexions finales à travers deux prologues, où vraiment, je laisse Isis ouvrir sa tête et dire tout ce qui lui a paru pas correct, pas normal, pas tout ce qui lui a été révélé dans cette quinzaine de jours qu'elle va passer dans un pays, donc en Allemagne, avec Mélusine, qui est sa petite amie, sa petite complice, et en même temps
quelque chose de compliqué parce que elles ne peuvent pas vivre tout, elles ne vivent pas tout de la même façon. Alors, sur la question des postures des Français, donc c'est les enfants français qui se regroupent entre eux. Peut-être que c'est un petit peu atténué actuellement, mais c'était très fort encore, hein, très récemment. Et donc, dans la classe, donc le dessin vous montre, la première illustration vous montre une maîtresse. Devant, vous avez tous les enfants blancs, mulâtres, etc. Et puis derrière, au fond, vous avez voilà, des enfants noirs. Il y a des petites réflexions comme ça sur le nom. Pourquoi tu t'appelles Mélusine la petite va expliquer. Et toi, pourquoi tu t'appelles Isis? C'est grec, je crois. Ah non, non, c'est pas grec, c'est de l'Égypte antique, c'est la princesse, etc. Il y a des petites comme ça, hein, des petites choses que j'envoie pour que les gens, en même temps, s'interrogent sur ça. Ah oui, mais bien sûr, moi, non, non, mes parents m'ont toujours expliqué mon origine, les origines égyptiennes de mon prénom. Il y a le fait que dans les jeux, elle va voir que la petite Blanche rougit. Et elle va s'étonner, puisque, bon, Isis n'a pas, pour moi, les Blancs parlent beaucoup de nos corps, de nos réactions. Ils ont mis un tas de préjugés là-dessus, cheveux ci, poulet ça, etc. Et puis nous, on n'a pas d'équivalence. C'est pas que j'ai envie qu'on trouve des équivalences, mais j'ai envie qu'on ait un regard qui se naturalise, qui dit, mais toi, tu fais ci, tu es comme ça. Donc, dans une situation, la Mélusine va devenir toute rouge. Et Isis, qui a un regard de personne, voilà, normale, elle va dire, mais pourquoi tu deviens rouge? La fille est gênée, elle va dire, ben, je ne sais pas pourquoi tu rougis. En général, c'est quand on n'est pas très à l'aise ou quand on a une gêne qu'on est dans cette situation, qu'on devient comme ça. Et elle va dire, et toi, tu rougis pas? Et Isis va être perplexe. Parce que c'est quoi rougir? C'est sur une peau blanche, une peau claire qu'on rougit. Et du coup, donc ce sont des petits détails que je mets pour pousser les parents à donner à l'enfant une culture du corps aussi. Donc, Isis va découvrir que, on lui demande est-ce qu'elle rougit, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle dit, mais je ne sais pas. Quand elle rentre chez elle, parce que c'est une enfant que je veux curieuse, qui s'instruit, qui cherche, qui n'accepte pas la réalité de manière plate, elle va sur son ordi et elle écrit pourquoi rougit-on? Et donc, on va expliquer en long, en large et en travers. Voilà, ça veut dire si. Donc, j'ai tout mis, les explications. Il y a même des opérations pour les personnes que ça gêne beaucoup, parce que c'est un vrai problème, chez les Blancs notamment. Et puis, elle va écrire aussi que est-ce que les Noirs rougissent aussi? Elle cherche sur son moteur de recherche. Et elle trouve quelques insultes, quelques machins racistes, elle ne comprend pas. Donc, elle dit, mais c'est incroyable. Sur le même thème, il y a des gens qui en savent long comme ça, et c'est en général des Blancs, et nous, et moi, qui cherche sur nous, je reçois des insultes et puis je n'ai pas de réponse. Donc, à table, le soir, elle va demander à ses parents, pourquoi est-ce que les Noirs rougissent? Et les parents sont mêlés, parce que comme d'habitude, nous n'avons pas ce genre de discussion avec nous, avec nos enfants, mais ce n'est pas des préoccupations qu'on a forcément. Mais comment exprimons-nous la gêne? Ça, je vous dis ça, ce sont des petites choses à part pour vous dire que dans la façon que nous avons de parler à nos enfants, de les amener à se découvrir, il faut que nous introduisions aussi ce genre de préoccupations. Donc, les parents sont mêlés, ils vont dire, quand elle leur demande « est-ce qu'on rougit ?» Eh bien, les parents vont dire bah oui, on a. Et puis, la maman va dire, bon, il y a la question de la couleur de peau qui fait que nous, quand on parle de nous, on ne parle pas de rougir. C'est un mot pour les Blancs. Donc, nous, on a bien une façon d'exprimer l'émotion, mais soit qu'on pâlit, soit qu'on a, enfin, je ne sais pas, il y a une façon, en fonction des couleurs de peau, une façon d'exprimer
la gêne, etc. Donc, nous, on n'utilise pas le mot rougir. C'est un mot de la langue française pour les Blancs et qui parle de... Et si, entre nous, on a des dégradés de couleur et que certains peuvent se l'appliquer, en termes de groupe, il est difficile pour nous de nous appliquer ce mot-là. Voilà. Donc, Isis Fessy-Rochetage, elle fait son bilan, elle fait... Voilà une petite chose que je veux juste vous signaler pour vous dire que ça, l'accès à son corps, comprendre comment il fonctionne, comprendre, c'est comme j'avais commencé avec son cheveu, avec ses textures, avec tout ça. Il faut que nos enfants aient une culture de leur corps. Il faut que nous leur apprenions à parler de leurs émotions, des réactions que ça produise, des ci, des ça, comme nous leur avons, nous essayons de leur apprendre que leur cheveu est beau et que personne n'a à venir leur dire que voilà, il y a un problème avec le fait qu'il soit crépus, patati patata. Alors j'entends un débat en ce moment sur oui, cheveux crépus, c'est un mot péjoratif, je crois que c'est un débat américain qu'on met dans notre société parce que le mot crépus voulait dire kinky, et que chez les Américains, kinky, c'était vraiment pour les animaux qu'on utilisait ça. J'ai pas connaissance que le mot crépus ait désigné un animal dans la langue, puisque même les Grecs l'utilisaient, puisque comme ils ont tout pris aux Africains, ils imitaient la coiffure des Africains et ils disaient qu'ils se crêpaient les cheveux et qu'ils avaient les cheveux crêpés. Bon, bref, ça c'était un petit aparté. La question du corps, il y a les jeux, donc je vous ai montré que elle joue à la maîtresse d'école et j'utilise ce jeu-là pour faire passer tout ce que l'école n'apporte pas à nos enfants. Tous les manques de la scolarité instituée, tout ce qui fait que nos enfants, après, au final, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent rien d'eux, ils ne savent rien de la région dans laquelle ils vivent, ils ne connaissent pas leur environnement. Quand ils ont des parents un peu, on va dire, entreprenants, peut-être que le week-end, on les sort, on les emmène faire connaître le pays, mais voilà, en général, nos enfants n'ont pas cette culture-là. Ensuite, il y a le fait que des coutumes, donc ils vont s'inviter les uns chez les autres, ce sont deux familles, à travers les deux petites filles, les deux familles vont faire connaissance. Et donc il y a les parents d'Isis qui vivent dans un cadre, voilà une manière aussi de manger, de tout ça. Donc elle est dans un cadre que les parents allemands voient, qu'ils trouvent très beau et ils sont très bien reçus. Donc toute la culture que nous devrions aussi passer à nos enfants, de recevoir les gens, de les recevoir, les accepter comme des bienvenus, comme des personnes à qui on fait plaisir sans être, voilà, qu'on nous prenne pour des personnes voilà, qui n'ont pas beaucoup de personnalité. C'est dans notre culture, recevoir les gens, c'est très important. Et donc, voilà, Isis a la chance d'avoir des parents qui lui apprennent comment on fait quand on reçoit des gens, etc. Et à leur tour, ces Allemands-là vont inviter la famille de Mélusine. Ça sera différent parce que c'est des gens de passage, hein, c'est pas des gens bien fixes, bien installés. Donc, c'est à travers plutôt la nourriture que j'ai essayé de montrer la différence, puisque eux, ils servent tout dans une grande assiette avec, et ils ont une nourriture épicée, tout ça, qui rappelle la nourriture de chez nous. Et quand Isis va être en Allemagne et qu'elle va goûter à certains plats, elle aura systématiquement le réflexe de dire ça me rappelle mon pâté en pot, ou bien ça me rappelle, je sais pas, voilà. Je fais ça pour que, voilà, l'enfant sache que il a aussi un patrimoine et que pour mieux s'approprier ou ancrer en soi, eh bien, ses valeurs, sa tradition, et dire, ah, ça, j'aime ça parce que chez moi, j'ai quelque chose comme ça que j'aime beaucoup. En fait, il s'agit d'apprendre à l'enfant à aimer, à s'aimer, à aimer ce qu'il est, à aimer ce qu'il a. Voilà. Et puis, donc, les gens vont recevoir Isis, donc elle va quitter ses parents, elle va aller seule en enfant accompagné jusqu'en Allemagne, plutôt en Bavière,
Et elle va donc découvrir ce pays. Mais avant, il faut que je vous parle de la séquence sur l'esclavage. Comment je l'ai introduite? Parce que c'est compliqué aussi. Isis, dans son salon, dans le salon, enfin chez elle, elle va voir une revue qui traîne sur le sofa et elle va découvrir donc sur une image le dos donc d'un monsieur, d'un noir qui a le dos lacéré avec des kéloïdes, vraiment, 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 jusqu'au bas du dos, il est massacré. Mais c'est des blessures qui ont cicatrisé. C'est une photo qu'on voit assez souvent. Et du coup, elle est d'abord surprise et elle se dit, mais pourquoi il a le dos dans cet état? Et ce chapitre-là, c'est le chapitre 7, ça s'intitule « Isis se confronte à son histoire ». Donc, en jouant, en regardant cette revue de manière totalement, comment on va dire, accidentelle, Isis découvre, elle va tomber dans un gouffre, elle va lire l'article, parce qu'elle sait lire, Isis est une ado, elle va lire l'article, elle va découvrir les horreurs de l'esclavage, et elle va être totalement bouleversée, dans un état d'émotion qu'elle maîtrise mal, et dans cet état-là, elle en veut à ses parents. Et elle va leur régler leur compte, c'est-à-dire qu'elle va leur demander pourquoi, alors que vous m'avez toujours parlé de notre grande histoire de l'Égypte antique, etc., pourquoi il y a cette histoire-là que nous, notre peuple vient de vivre et vous ne m'en avez rien dit, alors que je sais tout d'il y a 4000, 5000 ans. Pourquoi? Donc les parents doivent donner des explications et surtout, Isis a dans la tête cette sorte d'imagerie vraiment extraordinaire de pharaons, de gens, d'un peuple glorieux, beau et dominant. Et puis tout d'un coup, là, ce monsieur à qui on a arraché la peau du... Et donc, elle découvre l'histoire de l'esclavage. Voilà comment j'ai introduit ça pour que ça devienne quelque chose que les parents, avec les mots et la façon dont c'est fait, que les parents puissent en parler aux enfants en s'inspirant de ça. Alors, vous avez effectivement une image où elle dit, mais comment, après avoir eu des ancêtres aussi célèbres, voyez les pharaons, comment aujourd'hui, voilà, mes ancêtres les plus proches étaient des esclavagés, comment ça se fait? Et donc, elle va demander des comptes aux parents. Et les parents ne sont pas étonnés parce que j'ai dit que j'ai donné à Isis des parents particuliers. Ils font les choses, ils sont très fiers, ils lui donnent tout ce qui peut être, voilà, quelque chose qui renforce sa personnalité, qui la rend fière de ce qu'elle est, mais en même temps, ils ont des contradictions, mais qui sont liées au fait que qu'est-ce qu'un enfant de l'âge de leur fille peut comprendre de cette violence inouïe qui constitue leur histoire la plus récente. Qu'est-ce qu'un enfant de cet âge-là, comment lui expliquer? Et donc les parents vont lui dire, ben voilà, tu vois, nous, on attendait le moment où tu viendrais nous poser des questions, parce que là, franchement, c'est une histoire tellement horrible et violente qu'on avait peur que tu ne sois pas prête à l'entendre et que ça te laisse des séquelles. Et Isis va leur répondre, je suis désolée, moi, je veux qu'on me parle de mon histoire, qu'on me la raconte. Et je ne veux pas qu'on me la raconte à moitié, ni etc. Je veux toute mon histoire. Je veux qu'on me parle de toute mon histoire. Et du fait qu'elle a cette posture aussi déterminée, les parents vont comprendre qu'elle est prête et qu'il faut lui parler de ça, de cette période, de ce drame de sa vie et qu'elle va porter puisque ça a laissé des séquelles dans la vie de son peuple. Alors voilà, ça c'est la partie où elle est vraiment, vraiment bousculée. Elle rencontre donc, avec ses histoires d'école, elle se rend compte que
Voilà, elle n'est pas tout à fait dans... elle est bonne élève, mais bon, en fait, c'est pas grand-chose d'elle-même. Elle est dans une espèce d'école qu'elle ne comprend plus. Elle est dans un environnement où son peuple a vécu une histoire dramatique et on ne lui en parle pas. Elle est dans des découvertes avec cet enfant. Quand je dis que c'est une faire-valoir pour Isis, je dis que cet enfant-là, cette petite étrangère, son rôle, c'est justement d'exister naturellement pour que Isis se rende compte qu'elle, elle n'existe pas naturellement. C'est ça le problème. Et ne pas exister naturellement, c'est dire, c'est regarder la façon dont notre société est construite, la façon que nous avons de, vous voyez, de composer avec des choses difficiles à accepter si on va au bout des choses. Ensuite, elle part en Bavière, donc elle va en vacances, et là, elle découvre des gens charmants, gentils, ils sont, voilà, c'est la petite copine de leur fille, donc ils la reçoivent, donc elle va tous les jours faire des découvertes. Elle joue à la touriste, elle est bien, elle est à l'aise, elle n'a pas de soucis. Ceux qui la regardent un peu avec un regard un peu trop soutenu, les parents lui avaient déjà expliqué que voilà, laisse les gens regarder, fais tes affaires. Donc elle est déjà un peu blindée. Donc c'est pas une enfant qui est intimidée parce que voilà, elle est dans un monde blanc, étranger, et que on la regarde peut-être un peu différemment. Elle a du répondant. Je l'ai voulu comme une enfant bien plantée dans son, enfin, je sais pas si c'est basket ou quel genre de code, qu'est-ce qu'il faut mettre comme ça à la place, mais c'est une enfant qui est bien enracinée. Dans sa tête déjà, il y a quelque chose, et puis elle va découvrir qu'elle n'est pas complète, qu'il manque encore beaucoup de choses à son histoire. Et donc là, c'est toute une période où disons qu'elle est heureuse, elle découvre, elle fait du canoë sur les lacs, les grands fleuves, elle va dans des musées, elle découvre des musées qui entretiennent ces musées. Si on avait ça chez nous, mais chez nous, il n'y a pratiquement rien pour nous, pas de musée. Et puis quand on va dans un musée, ben, ce qu'on découvre, c'est essentiellement l'histoire des colons, l'histoire de notre peuple, des afro-descendants. Bon, on ne la trouve pas trop. Je lui fais se poser des questions sur ce qu'on trouve dans nos musées. Parce que je crois que maintenant, il est temps qu'on passe à autre chose et que nous construisions notre peuple, non pas avec des personnes qui improvisent une histoire pour faire venir des touristes, et je ne veux blesser personne, mais voilà, je sais de quoi je parle. Et je pense que nous avons droit à une histoire qui respecte la chronologie des faits et le drame que ça a été d'abord. Il faut que l'enfant s'en pénètre. Et puis, donc, voilà, l'incident, le drame, la cata, elle est dans un parc, parce qu'il y en a de merveilleux, donc l'enfant joue, elle est toujours avec les enfants se rassemblent dans les grands parcs comme ça, ils jouent ensemble, et puis un jour, voilà, Mélusine l'appelle parce qu'elle n'est pas encore près des autres, et parce qu'Isis n'est pas encore près des autres, et il y a un garçon qui va dire donc non, on ne veut pas de négrine ici. Et Isis, elle comprend deux ou trois petits mots d'allemand, puisqu'elle avait déjà essayé de parler la langue avec Isis, avec Mélusine, mais négrine, bon, Isis comprend qu'on vient de l'insulter et qu'on vient de dire quelque chose de très méchant, surtout que le visage du garçon est très vilain, très méchant, très agressif, etc. Et donc, elle est pétrifiée, elle est saisie, elle est dans un état de... Voilà, on a essayé de rendre l'image un peu comme ça, avec le jeune homme, l'ado qui la rejette et qui ne veut pas. Donc le monde s'effondre, Isis était déjà au courant qu'il y avait des différences, etc. Mais là,
Elle n'a jamais vécu, parce qu'Isis n'a jamais été brutalisée. Je tiens à dire ça parce que nous avons chez nous des pratiques éducatives qui brutalisent nos enfants, même si de plus en plus elles sont délaissées, mais nous avons ça. Et nous avons ce combat-là à mener aussi. Isis n'a jamais été battue, ni insultée, ni injuriée par ses parents. Donc c'est une enfant qui a construit une estime de soi qui est vraiment, voilà, c'est une enfant qui est saine en fait. Elle se regarde avec, elle s'ouvre au monde avec. Donc, elle découvre que là, il y a un espèce de vaurien, agressif, méchant, qui ne la connaît pas, puisque ce sont des enfants qui se rencontrent sur une aire de jeu, et tout d'un coup, on se met à lui dire qu'elle est, de dire qu'on ne veut pas de Néguérine. Alors là, le monde s'effondre, Isis est pétrifiée, Mélusine court pour essayer de lui dire, mais pourquoi, mais de la consoler, ou bien de dire au garçon, mais qu'est-ce qui vous arrive? Finalement, tous les petits copains, les autres qui jouaient s'enfuient, Mélusine se retrouve, Isis et Mélusine se retrouvent seules, et voilà, Isis voilà, elle n'est pas capable de réagir et de prendre une position et de parler même. Donc, quand les parents, parce que ça se passe dans un grand parc, mais dans ce grand parc, il y a ce qu'on appelle des beer gardens, c'est-à-dire des endroits où les gens viennent avec leur casse-croûte, etc. Ils achètent de la bière et puis des choses qui se vendent dans des petits kiosques, et puis ils s'installent sur des bancs, etc. Donc les parents étaient là, comme la nuit tombait, ils viennent chercher les enfants et ils découvrent qu'il y a quelque chose ne va pas parce qu'Isis est dans un état qu'ils ne le connaissent pas. Et puis Mélusine essaie de leur expliquer, oui, voilà, il y a un garnement qui a été raciste envers elle ou qui lui a dit quelque chose qui lui a fait du mal. Et la réaction des parents, c'est de dire, oh, quel dommage, ou un truc comme ça. Et dans la tête d'Isis, c'est un crime qu'on a commis contre elle. Et quand je dis ça, je veux que les gens comprennent que se faire insulter sur son identité est un crime, qui n'est pas le même crime quand on vous insulte sur votre statut social, même si ça peut vous toucher aussi. Vous touchez dans votre intimité, dans votre identité, c'est un crime, parce que ça détruit les gens. Donc Isis, elle est là, détruite, et elle entend les gens qui lui disent, qui sont super gentils par ailleurs, oh ma pauvre, etc. Bon, écoute, ça passera, etc. Isis voulait que ces parents-là demandent qui était ce garçon, qu'on le recherche, qu'on le punisse ou qu'on prenne une décision qui n'était pas parce qu'elle n'avait pas besoin qu'on la console en fait. Elle avait besoin que ce garnement soit rendu responsable de ce crime qu'il commettait contre elle. Et le travail qui va se déclencher en Isis, c'est que tout d'un coup, ces gens qui sont très gentils, etc., elle va les sentir très étrangers à elle, en fait, à son univers. Parce qu'elle dit, ils n'ont pas eu d'empathie. Et pour elle, la chose la plus humaine qu'on aurait pu lui manifester, c'est cette forme d'empathie, c'est-à-dire de dire qu'on compatit à sa souffrance parce qu'on la comprend et puis qu'on va faire en sorte qu'elle soit réparée, c'est-à-dire que ce garçon soit puni. Mais non, il n'y a pas tout ça. On la ramène à la maison, on lui dit, bon voilà, tu sais, etc. Et Isis ne digère pas ça. Elle ne le digère pas. Et je ne veux pas qu'elle le digère. Je ne veux pas que nos enfants digèrent ça. Je ne veux pas qu'ils acceptent qu'on leur fasse croire que c'est des paroles en bouche, et paroles en bouche pachage. Non. Donc, il faut cette espèce de difficulté que l'enfant va vivre, que ça prenne un sens particulier dans la relation qu'elle aura avec les personnes de ce groupe-là, puisqu'elle va se rendre compte que effectivement, elle a une relation avec Mélusine, qui est une relation d'amitié, affectueuse, patati patata, et puis elle va se rendre compte que finalement, c'est quelqu'un du groupe de Mélusine qui l'insulte et qui lui fait éprouver cette souffrance. Donc, quelque part,
c'est quelqu'un de ton groupe, de ta famille qui me fait ce tort-là. Donc, voilà. Comment elle va gérer ça, ce sentiment complexe? Et c'est ça que j'ai envie aussi qu'on apprenne aux enfants, à gérer cette complexité, parce que on va se retrouver confronté à des situations, il doit trouver des solutions. Alors Isis, elle ne va pas rejeter, parce que Isis ne porte pas de haine dans son cœur, et c'est pas dans nos traditions. Nous ne sommes pas un peuple qui voilà, rancunier, méchant, et puis gratuitement, quoi. C'est pas un truc dans le peuple noir, il faut qu'on le dise, et il faut pas qu'on surenchérisse. C'est comme ça, c'est pas autrement. Le peuple noir n'a pas ce genre de haine en lui, et il ne fait pas de méchanceté aux autres parce qu'ils sont différents, au contraire. Donc, il faut que ce que Isis a vécu sur le plan là du racisme, que ça soit une catastrophe, et que les enfants qui lisent la réaction d'Isis comprennent que c'est une catastrophe, pour que plus jamais ils n'acceptent que des enfants les insultent, pour que plus jamais ils n'acceptent de se dire « Ah oh oui, mais c'est pas grave, mais écoute, ça arrive, mais non, c'est un petit con, t'en occupes pas, t'en fais pas, etc., etc. » Donc, il n'y a pas de petit con qui compte. Quand on vous a blessé de cette façon-là aussi profondément, eh bien, vous êtes en droit d'exiger de la terre entière qu'on vous demande pardon, et voilà. Je veux juste vous lire un petit passage. Hein? Oui, c'était cette partie-là que je voulais. Hein? Après, dans les prologues, c'est vraiment des clés pour les parents, pour réfléchir. Alors, elle, qui vivait une histoire idyllique depuis son arrivée chez ses hôtes, avait brusquement pris conscience de la précarité de sa situation. Ce n'étaient pourtant pas tous les enfants qui l'avaient répété, qui l'avaient rejeté, et Mélusine se démenait comme elle pouvait, Mélusine, donc c'est la petite Allemande, pour prendre sa défense. Il n'empêche, elle gardait déjà de cet incident la désagréable impression que son univers avait basculé en un rien de temps, et elle s'était mise à penser avec méfiance aux enfants avec lesquels elle jouait l'instant d'avant, comme si elle était déjà comme un coup de couteau dans le dos. Elle exagérait sans doute, mais pourquoi s'étaient-ils tous enfuis au lieu de prendre sa défense? Elle eut le sentiment d'être entourée de gens imprévisibles et fut gagnée par le sentiment indéfinissable d'être en danger. Le racisme, ça nous rend la vie, nous donne un sentiment effectivement de précarité. Donc, vous voyez, c'est essayer de dire les choses, de ne pas forcément amener l'enfant à la haine, l'amener à dire ça, non, je n'accepte pas, c'est un drame pour moi qu'on me traite sur ce que je suis identitairement, fondamentalement, foncièrement, humainement. Je ne permets pas qu'on y touche. Et je ne permets à personne de me dire « mais non, c'est ça, une parole comme ça, c'est un petit con, une petite conne ». Non, c'est un drame et on va, donc il faut le gérer, le traiter. Et donc c'est ça, si vous voulez, vous voyez, je vous ai dit que j'ai mis beaucoup de temps et que ça m'a coûté, j'ai dû recommencer à l'écrire, etc. Mais parce qu'il fallait que dans cette rencontre interculturelle, dans ce rapport à soi qui est fait de découverte et de remise en question, que Isis ne sorte pas abîmée, mais que son cerveau fasse le travail de compréhension qui est nécessaire à cette forme de nouveauté dans sa vie, vivre des relations avec une petite étrangère, relations interculturelles, connaître le racisme, découvrir qu'en fait, elle n'apprend rien sur elle-même à l'école, découvrir que l'histoire de son peuple récente, cette histoire récente, est un drame indicible, etc., etc. Ça demandait que je trouve le vocabulaire, les idées, et que je puisse les présenter de manière synthétique pour que les parents qui vont lire ce livre avec leurs enfants puissent leur expliquer comment la vie est complexe et surtout qu'ils disent à l'enfant
qu'il vit dans un monde complexe et qu'ils n'ont pas à lui faire un petit cocon, à le faire vivre dans un cocon, parce que ce sont les adultes de demain, ceux que nous voudrions voir prendre le relais de notre société pour continuer à la faire vivre et non pas la laisser être prise, accaparée par des gens qui n'attendent que ça. Voilà. Je vous remercie. Merci. D'avoir essayé. C'était un peu long, mais c'est un ouvrage qui est riche, à mon avis. Hein, et il fait 157 pages et c'est dense. Facile à lire. Hum? Facile à lire. Dites-le, parce oui, que oui. voilà, j'ai travaillé beaucoup le style aussi. D'accord. Merci beaucoup, Juliette. Merci. Et on sent que tu es passionnée également par le sujet et cette volonté justement de partage. Donc on va commencer par les questions. Donc il y a des questions sur notre chaîne YouTube et également sur Facebook Live. Donc il y a Audrey Carpin qui nous pose la question. La découverte de l'esclavage des Noirs par Isis est assez brutale, effectivement. Comment savoir si nos enfants sont prêts comme Isis? À partir de quel âge peut-on commencer à en parler? Eh bien, c'est tout ça le problème, c'est la question que les parents vont renvoyer à Isis en lui disant, bah, tu sais, nous, on ne voulait pas te parler de ça parce que c'est tellement dur. Mais moi, je crois que, comme je vous ai dit, les enfants sont des adultes en miniature à un certain niveau. L'enfant est capable. Vous voyez les enfants qui grandissent dans les sociétés en guerre, c'est parce que nous, c'est vrai que la guerre qu'on vit, elle est un peu subtile, mais les enfants qui vivent dans les sociétés en guerre, les enfants qui travaillent dans les mines, les enfants ce sont des petits qui font, et nos enfants, pendant l'esclavage, nos ancêtres n'avaient pas d'enfance, hein, c'était eux qui travaillaient dans les plantations. Ils vivaient des journées de travail harassantes, ils vivaient dans des conditions horribles. Ils ne jouaient pas, les seuls qui ont joué, ce sont les petits béquets, les petits colons. Donc, les enfants sont capables. C'est après qu'on a décidé d'enlever, parce qu'en France aussi, il y a eu des lois pour arrêter le travail des enfants et les conditions, parce que la condition d'enfant n'existe pas spontanément, c'est comme la condition de jeune. Ce sont des constructions sociologiques, il faut que vous le sachiez. Ce que l'enfant peut vivre, d'ailleurs, comment... bon, je vais prendre un exemple qui est violent, c'est celui de l'inceste ou des viols, etc. Voyez, les adultes qui commettent des crimes pareils sur les enfants, est-ce qu'ils se disent, mais ils sont trop jeunes pour supporter ça? Hein, le poids d'un gros mâle sur un petit corps comme ça. Vous voyez, donc les questions, la manière que nous avons de nous questionner sur les choses, pour moi, elles sont induites aussi idéologiquement. Un enfant à qui on a l'habitude de parler, c'est pour ça que je vous ai dit, parlez à vos enfants, expliquez-leur la vie. Alors vous allez voir, ils sont mûrs. Oui, un enfant qui a l'habitude d'être informé, qui est en relation avec un monde des adultes qui ne lui rend pas la vie comme une maison dans une maison de poupée totalement artificielle, l'enfant vit dans la vraie vie. Notre devoir pour aider nos enfants à survivre d'ailleurs dans un monde qui est de plus en plus violent, c'est de former nos petits à comprendre la violence de la société et à leur amener cette réalité. Les parents d'Isis vont lui amener cette réalité parce qu'elle va l'exiger, mais c'est aussi parce que eux attendaient le moment, mais ils savaient qu'il fallait qu'ils en parlent à Isis. Eh bien, quand Isis va être un petit peu, touché, ému, ils vont venir, ils vont lui parler doucement, gentiment, l'embrasser. Et quand elle aura d'autres questions, ils vont savoir aussi arrêter ce questionnement pour reprendre ça un peu plus tard, parce qu'elle en avait une dose un jour, il ne fallait pas non plus mettre tout le paquet un seul jour. Vous voyez, c'est un process. Et il faut que nous soyons dans cette posture-là avec nos enfants. Merci beaucoup. Merci. Sarah sur YouTube nous demande comment on peut acquérir ce livre. Donc, je vais répondre pour l'association Racine. Oui. Donc, vous pouvez retrouver ce livre au local de l'association Racine qui se trouve au 78 rue François Arago, donc à Pointe-à-Pitre. Nous sommes ouverts le mercredi, vendredi et samedi matin de 10h à 13h.
Voilà, donc vous pourrez retrouver ce livre d'Isis au local de Racine. Et puis ici, dans les librairies ou chez moi, si vous voulez, il est déjà dans les librairies d'ailleurs, les gens le connaissent. Marie Foucan nous pose la question, il nous manque des enseignants en attendant, que devons-nous faire? En tant que retraité de la Poste, j'ai arrêté de constater. J'agis comme les autres, ils l'ont fait pour moi. Dorénavant, je donnerai des cours de base aux enfants et aux adultes qui le souhaitent. Oui, c'est une bonne chose parce que, vous savez, dans les situations compliquées, complexes comme les nôtres, eh bien, par exemple, je suis allée au Canada puisque il y avait des gens qui souffraient des communautés de partout d'Afrique qui souffraient de voir que leurs petits, parce qu'ils voulaient créer une école africaine pour transmettre leur culture aux enfants, à leurs enfants, et le Canada ne leur a pas laissé cette possibilité. Donc, ils avaient loué ou occupé une sorte de grand hangar qu'ils avaient aménagé. Et tous les week-ends, ils venaient de toutes sortes de communautés, ils parlaient plusieurs langues différentes. Et tous les week-ends, les enfants, avec des supports numériques, les enfants apprenaient la danse, les danses de leur pays, les langues de leur pays, les vêtements, les traditions de leur pays. Et ces enfants-là, je me rappelle quand je suis allée, ils avaient un spectacle. C'était absolument extraordinaire. C'est des tout petits machins longs comme ça. Eh bien, ce que ça m'a montré, c'est que en dehors du système scolaire où on demande à l'enfant d'être ci, d'être ça, il y a des parents qui sont conscients que le système leur prend leur substance et les prépare à être eux de bons serviteurs dans le système, mais pas de bonnes personnes enracinées dans leur culture. Donc, il y a dans beaucoup d'endroits des parents, des personnes, adultes responsables. D'ailleurs, il y a des cours pour apprendre la danse, etc. Mais on est toujours dans les mêmes types d'activités. Il y a des choses qu'on n'aborde pas avec l'enfant. Il faut faire comme on fait des cours de ballet ou de goka avec les enfants, leur apprendre l'histoire, en trouvant les mots. C'est pour ça que je vous dis, il fallait les mots, j'ai eu beaucoup de mal à les prendre, les consigner. Il faut prendre les bons mots, expliquer à l'enfant l'histoire. Alors, j'espère que ce livre-là, pour ceux qui voudront faire par exemple, des activités chaque chapitre aborde une situation différente, eh bien, il n'a qu'à prendre les mots, le vocabulaire, le type la façon qu'ont les parents d'Isis de l'amener à comprendre pourquoi ils ne lui ont pas parlé de l'esclavage, par exemple, et pourquoi c'est très important dans sa vie de petite fille qui comprend son peuple, donc depuis l'origine, l'Égypte antique ou tout ce qu'il y avait de précieux, de beau, de noble, et puis cette situation d'esclavage. Il faut que l'enfant ait de la cohérence, et c'est nous qui allons introduire en lui cette cohérence-là, parce que le système dans lequel nous vivons nous rend absolument, comment on peut dire ça, nous rend justement incohérents parce qu'il est basé sur des incohérences. Donc, un individu est construit comme on le construit. Et n'allez pas croire que la manne va lui tomber du ciel et qu'il sera cohérent si on le construit de manière incohérente. Merci beaucoup. C'est l'occasion pour moi de représenter le projet de l'école panafricaine, un projet de l'école panafricaine de l'association Racine. Ce n'est plus un projet, une réalité. La rentrée sera en septembre prochain, donc les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à aller sur le compte de l'association Racine. Quand je parle de compte, c'est la page Facebook. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, mais également le site Internet pour avoir plus de renseignements sur l'école panafricaine. D'ailleurs, Juliette Esmeralda sera sûrement une de nos intervenantes à cette école. Voilà. En tout cas, on travaille déjà à la question de l'estime de soi. Tout à fait. Très on a déjà commencé à travailler sur la formation de ces écoles et les enseignants. Mario Gustave, je te souhaite bonsoir. Bonsoir. Entre ce que l'enfant reçoit comme éducation à l'école et des parents qui essaient de rattraper de quoi perdre la tête et de quoi se sentir écartelé.
Non, il n'y a pas il ne faut pas justement qu'on laisse passer le temps qui va inscrire l'enfant dans ce sentiment qu'il est écartelé. Les enfants qui ont la logique de parentale, parce que en fait, il aurait fallu mettre en amont cette problématique-là. Dans nos cultures, nous avons laissé l'école s'emparer de l'enfant. Nous avons laissé tout l'espace à l'école. Nous considérons que c'est là qu'on apprend. Et puis à la maison, à la limite, voilà, on fait, on parle, on dit des petites choses. Et encore, de plus en plus, les enfants sont enfermés dans leur chambre avec leur télé ou leur ordi. Donc, il y a une phase ou quelque chose dans l'éducation de l'enfant qui nous a échappé. Ce que les parents doivent comprendre, c'est que quand ils mettent un enfant au monde, eh bien, il ne faut jamais s'arrêter tant que l'enfant n'a pas pris. Je veux dire, tant que l'enfant, quand je signalais à nos amis justement que quand mon enfant a vécu du racisme, je lui ai d'abord donné le comportement à avoir. Je lui interdis d'être content qu'on vienne lui demander des excuses parce qu'on lui doit ces excuses, parce que c'est un crime qu'on a commis contre lui. Et tout le temps, j'ai construit l'enfant comme ça. Et un jour, il était parti de là, je crois, je lui ai demandé, est-ce que là, tu as ce genre de problème? Il m'a dit, maman, je ne te réponds pas. Tu m'as appris à me défendre. Quand l'enfant a cette forme d'autonomie, on sait que le travail qu'on a fait, parce qu'il ne faut pas lâcher l'enfant. La difficulté qu'on a, c'est que nos enfants ne vivent pas dans un système qui est à nous. Ils ne vivent pas dans un pays qui est à nous. J'ai beau expliquer à tous nos gens là que cette histoire de département, de société, comment voulez-vous vivre dans une société où tous ceux qui vous dirigent sont blancs ou sont d'ailleurs et croient que cette société vous appartient? Il y a chez nous quelque chose qui dysfonctionne parce qu'on nous a tellement dit ces pays nous, ces sociétés nous. Non, tout temps ou pas mettre société à, il pas tant. Et nous ne sommes pas maîtres des institutions. Elles ne sont pas à nous, ni Guadeloupe, ni Martinique, ni Guyane. Il faut arrêter de se raconter des bêtises et dire à ce moment-là qu'on va travailler pour s'approprier ces sociétés, pour qu'elles soient à nous. Tant que nous sommes dans un champ où il y a des pouvoirs qui s'édictent sans nous laisser, nous, édicter notre propre pouvoir, nous ne sommes pas chez nous. Ça veut dire que quand vous élevez votre enfant, il ne faut pas lui dire, lui laisser croire qu'il est chez lui, dans sa société, qu'il est libre et tout ça. Demandez à Isis pourquoi elle ne se retrouve pas dans ce qu'elle apprend à l'école. Eh bien, vous aurez compris que sans peut-être vous faire des remarques, elle va comprendre au contact de Mélusine que décidément, quelque chose ne fonctionne pas. Pourquoi mon école, celle dans laquelle je suis très bonne, au point que Mélusine, qui est allemande, qui arrive ici, elle est super à l'aise. C'est quoi cette histoire d'Européens là qu'on m'a mis? Est-ce que si j'étais moi dans ma vraie culture, dans mes vraies valeurs, elle aurait été aussi à l'aise avec moi ou chez moi? Parce qu'elle est comme un poisson dans l'eau chez moi. Alors chez moi, c'est où? Et quand je vais chez les autres, je dois m'adapter, je dois faire ci, faire ça. Et elle arrive, bien sûr qu'elle est bien gentille, bien sûr que c'est ma petite copine, mais elle n'a aucun effort à faire. Alors que moi, je dois me casser les nénettes pour trouver. Donc, l'enfant n'est pas écartelé. Si vous l'avez, j'allais dire gérer, c'est pas un mot très joli, si vous l'avez accompagné, si vous lui avez expliqué le monde dans lequel il vit, vous n'imaginez pas la maturité des enfants, vous n'imaginez pas la puissance des enfants. Et je vous dis, si on avait, d'ailleurs, il y a des dans la littérature infantile qui vous le montrent, des enfants gèrent des choses extraordinaires dans la littérature des Blancs. Maintenant, si vous prenez des livres vraiment d'Afrique, ou même l'imaginaire de nos petits hommes dans les campagnes, quand il y avait des campagnes, la créativité, etc., des enfants des campagnes de nos pays. Non, non. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas lâcher,
c'est d'accompagner l'enfant, pas à pas, pour que justement il ne soit pas écartelé. Si vous lui avez expliqué que la société n'est pas tout à fait à nous, que nous sommes peut-être, pour ceux qui acceptent, pour moi c'est clair, nous sommes dans une colonie. Et donc quand on est dans une colonie, ça signifie quoi? Eh bien ça signifie qu'on n'est pas chez nous. Donc, celui qui domine, qui mène la colonie, il m'impose son école, ses directeurs, ses présidents, ses enseignants, il fait tout ça. Mais moi, moi je suis qui? Eh bien, toi, mon fils, toi, ma fille, il faut que tu saches que nous ne sommes pas chez nous, ni dans quelque chose que nous choisissons. On nous impose, on nous fait ci, on nous fait ça. Voilà. Donc, il n'y a pas d'écartèlement si vous avez expliqué à l'enfant le monde dans lequel il vit. Merci. Alors, justement, en parlant de mots qu'on nous impose, Fabrice de Persin nous dit que depuis tant de temps, négro, pourquoi reprendre partout le mot négro, cette appellation réductrice et qui attise l'humeur en général? Ce n'est pas un déni, mais finalement, maternellement, qui n'arrête pas de nous attacher à une minorité. Le mot négro. Pour Fabrice de Persin, c'est juste... et puis en Allemagne, c'est comme ça que les enfants parlent. Enfin, quand ils disent négrine, il n'a pas dit négro, hein. C'est pas du tout la même chose, c'est plutôt négresse, hein, pour dire nègre. Mais négro, ça a une connotation, et puis c'est d'abord un vocabulaire qui est plus africain-américain. Mais on sait d'ailleurs, les Africains-Américains ont retourné le stigmate, hein, puisque quand ils ont à s'envoyer des choses à la figure, ils s'appellent négro. Donc, c'est complexe, mais en même temps, non. Moi, je ne suis pas dans cette problématique-là. Quand je mets en scène le racisme que subit, enfin, une sorte d'interpellation raciste que subit Isis, alors qu'elle s'y attendait pas et qu'elle ne croyait pas que ça existait, parce qu'elle l'avait jamais vécu. Mais elle est blessée parce que au tréfonds de son âme, elle sent le traitement que je fais subir à cette insulte. Je dis que c'est un drame, que c'est une catastrophe, que l'enfant doit comprendre que l'ampleur qu'Isis va donner à ce mot, à cette insulte, va montrer combien Isis se sent digne, noble et tout ce que vous voulez. Les gens qui acceptent qu'on leur crache dessus et qui comblent les chines sont des gens à écraser, qu'on a déjà démolis. Et Isis en aucune façon n'est démolie. Je passe beaucoup de temps à construire une Isis et dans les autres scénarios, je vais continuer cette construction. Isis, elle doit être un modèle. Dans la poupée d'Isis, il y a beaucoup de petites filles qui prennent Isis en modèle. Hein. Moi, je me dis, je ne savais pas écrire pour les enfants, mais si ça a pu se faire, je suis heureuse. Surtout que le livre est traduit maintenant en 4 langues. Donc, nos enfants d'ailleurs vont pouvoir se l'approprier et se construire une image positive d'eux. Il n'y a pas d'histoire de négro dans mon histoire, dans mon récit. Il y a une petite fille qui s'entend appeler Negrine. En allemand, ça veut dire négresse, et qui est très, très choquée parce que effectivement, le ton sur lequel, moi, quand je dis je suis une négresse, ben, c'est moi qui me désigne comme ça, et ça a une valeur affective que lorsqu'il sort de la bouche d'un autre, n'a pas. Surtout ce ton agressif, ce visage défiguré, ses yeux, parce que Isis a eu le temps de voir ses yeux, de voir sa méchanceté, et Isis décrit son comportement physique, donc elle est dans quelque chose en même temps qu'elle observe et qu'elle décrypte et qu'elle comprend qu'on est en train de l'abîmer et qu'elle ne veut pas être abîmée parce qu'elle ne sait pas ce que c'est et que peut-être qu'on nous a beaucoup habitués à l'idée qu'il faut laisser passer parce que ce sont des mots, parce que non, il n'y a rien à laisser passer dans ça et il n'y a pas d'histoire de négro qui nous fasse régresser. D'ailleurs, sociologiquement, on a beaucoup travaillé. Dans l'un de mes livres, j'ai expliqué les significations du mot nègre en fonction des époques, en fonction de tout. Quand Césaire dit
voilà, le nègre vous emmerde, ou bien j'ai ramassé les crachats et je les ai machin. Il est dans quelque chose de l'ordre d'une construction. Et il dit aux gens, oui, quand il leur dit je vous emmerde, oui, et il leur dit appelez-moi nègre si vous voulez, mais après tout, quand les Égyptiens s'appelaient Kham, peut-être qu'ils étaient, et Cheikh Anta Diop utilise le mot nègre dans beaucoup de ses œuvres. Et voilà, non, ça dépend des contextes, contextualiser. Mais merci beaucoup, merci Juliette pour cette très belle présentation que vous pourrez revoir sur notre chaîne YouTube Racine, Ition Racine. Le prochain vendredi Racine sera le 5 mars prochain et nous allons accueillir M. Maël Lavener qui nous parlera des violences policières dans les îles, les violences policières et la répression coloniale dans les Antilles françaises et dans la Caraïbe. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le vendredi 5 mars prochain à 19 h. Et encore merci beaucoup, Juliette. Merci à vous. Merci aux ceux qui ont visionné, qui ont regardé en même temps, et puis ceux qui regarderont après. Et puis, merci à Racine et à Demilade de m'avoir permis de parler de ça. C'est un livre, La poupée d'Isis, c'était plus léger, mais c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai compris que nous devons former les parents de nos enfants aussi. Et comme éducatrice ou pédagogue, j'essaye de faire ça. Et c'est pour cela qu'il faut que les parents qui n'ont pas le vocabulaire, pas la façon d'aborder les problèmes, essayent de s'inspirer de la façon d'aborder certaines thématiques qui sont tabous encore et difficiles parfois pour les parents. Mais merci beaucoup. Merci. On reste connectés et à très bientôt. Voilà.